Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 7-8 Sport sur TV78, l'émission à ne pas manquer si vous êtes un passionné de sport local. C'est parti pour le sommaire. Rugby, deuxième match de la saison pour plaisir en Fédéral 2. Les joueurs de Sébastien Roncalli l'ont emporté 35-0 à domicile contre Poitiers avec 5 essais à la clé. Le résumé du match à suivre. JO 2024, les drapeaux olympiques et paralympiques ont fait étape au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines ce week-end. Une grande cérémonie était organisée dans la structure. Les détails dans ce magazine. Rugby encore, nous avons posé notre caméra du côté du Rugby Club de Versailles. Nous reviendrons sur l'histoire du RCV et ses objectifs. L'actualité sportive, c'est maintenant sur TV78. On va donc commencer par du rugby. Leur dernier match à domicile remontait au 18 octobre 2020. Pour leur retour au stade Robert-Barran, le Plaisir Rugby Club s'est imposé brillamment ce samedi face à Poitiers. Résultat sans appel, 35-0. Le récit de la rencontre avec Nicolas Dandry. Ils ont gâté leur public du stade Robert-Barran. Les Plaisirois ont proposé une véritable démonstration de rugby. Et Poitiers n'a rien pu faire pour arrêter les vagues offensives des hommes de Sébastien Roncalli. Une victoire bonifiée sur le score de 35-0. Une belle victoire avec la manière et puis un contenu quand même très intéressant, un gros volume de jeu. Donc je suis très satisfait effectivement aujourd'hui de la manière et puis l'état d'esprit des joueurs, quoi. Le cœur qu'ils ont mis, une petite déception sur quelques actions qu'on finit pas. Dès le début de la rencontre, Plaisir impose son rythme, vitesse, mouvement, continuité dans le jeu. Les Bleus et Jaunes ouvrent la marque très rapidement. Au bout de 20 minutes, ils mènent 15-0. Puis les fautes se multiplient, le match est saccadé, les sanctions tombent, jusqu'au carton rouge donné à Plaisir et Poitiers après une bagarre juste avant la mi-temps. En seconde période, les Plaisirois maintiennent la pression sur les Poitevins. Plus disciplinés, ils inscrivent 3 essais, dont un par le capitaine François Levillain. Ça fait toujours plaisir parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Mais c'est pareil, une belle avancée collective de l'équipe, un bon mouvement des gros qui après ressort au large. Bon voilà, je pense que je peux faire la passe, mais la ligne est pas loin, j'essaye d'aller m'arracher pour les marquer. L'objectif il est clairement affiché, quoi. Maintenant ça va faire la 4e saison consécutive qu'on évolue en Fédéral 2. Avec la première saison, ça fait 5 ans. Bon, on a envie d'aller chercher une place qualificative, les 6 premiers se qualifient. Après sa défaite à Gennevilliers lors du premier match de la saison, Plaisir pointe à la 6e place. Prochain match dimanche 26 septembre face au Havre. Nous allons maintenant passer aux autres résultats du week-end dans les Yvelines. Pour m'accompagner, Bichente Merian Santisteba nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Bichente. Bonsoir Mickaël. Alors chaque lundi, vous allez nous proposer un tour d'horizon des résultats sportifs dans les Yvelines. On va tout de suite commencer par le 3e tour de la Coupe de France de football. Et ça passe tout juste avec la moyenne pour les clubs yvelinois. Sur les 20 clubs engagés, 10 accèdent donc au 4e tour, synonyme d'une récompense de prestige pour les équipes, les fameux maillots de la Coupe de France. Parmi les exploits notables, celui du voisin Football Club qui l'emporte au pénalty face à Igny, évoluant pourtant 2 divisions au-dessus en Régional 2, score final 1 partout. Même destin pour Ardricourt, le club de Régional 3 du Nord-Yvelines s'est imposé contre Saint-Ouen, au tir au but également après un score resté vierge à l'issue du temps réglementaire. Les joies de la Coupe de France qu'on a retrouvées à Plaisir également avec un scénario d'anthologie. Menés 4-2, les Plaisirois égalistes à la dernière minute pour l'emporter au pénalty également. Ça nous a permis de voir une jolie scène de communion avec les supporters. On retrouvera aussi au prochain tour le petit poussé Bréval-Logne, pensionnaire de la 5e division, mais aussi les Mureaux, Conflans, Chatou, Trappes, Houille et Chambourcy. En revanche, parmi les grosses désillusions, on retiendra la défaite de Mantes. Oui, le club de National 3 qui venait pourtant d'entrer dans la compétition a été surpris par une D2 du 95 Champagne-sur-Oise. Parmi les autres éliminations notables, on notera également celle de Marly-le-Roi, Naufle-Pontchartrain, Montigny-le-Bretonneux ou encore Morpas. On passe au handball maintenant avec une victoire pour les filles de Montigny-le-Bretonneux en National 2. Sur un score large 29-24 face aux Rose Hand du 29. Une bonne manière de lancer leur saison après une défaite lors de la première journée à Plouagat. Elles se positionnent donc à la 5e place du classement. Côté garçons, des bonnes nouvelles également en National 3. Plaisir-les-Clés s'est imposé à domicile contre Bruz 28-19. Quant à Houille-le-Vésinet Carrière-sur-Seine, le déplacement au Finistère leur a souri avec une victoire 27-22.
Une deuxième victoire en autant de matchs pour l'entente du Nord-Yvelines. Et la saison de basket a enfin repris pour Trappes. Oui, avec une première journée de National 3 pour l'un des favoris du groupe, avec une victoire in extremis à la maison, 67-66 contre Le Mans Saint-Pavin, pour les Trappistes qui se sont fait peur, mais qui entament leur marche en avant dans la division. Alors on termine notre page résultat sur une note plus animale. Oui, avec la Thoiry Wild Race ce dimanche 19 septembre, une course de 10 km au milieu des animaux qui aura quand même vu 1500 participants traverser le safari, un périple donc à travers les girafes, les lions, les hyènes ou encore l'éléphant du zoo, et ça allait plutôt vite puisque le vainqueur a passé la ligne d'arrivée en 34 minutes. Merci à Bichente pour toutes ces précisions, on vous retrouve la semaine prochaine. On va maintenant parler tennis. Le tournoi international futur du tennis club de Plaisir s'est achevé ce dimanche 19 septembre. Contrat rempli pour l'Australien Tristan Schoolkate. Le 735e joueur mondial remporte le troisième meilleur tournoi d'Île-de-France. Le sportif a gagné contre le Français Alexandre Reco en finale. Reportage. C'est un Australien, Tristan Schoolkate, qui s'impose en finale du tournoi international futur du tennis club de Plaisir 2021. Un match remporté 6-4, 7-5 en 1h35 de jeu face au Français Alexandre Reco, un titre obtenu tout en maîtrise par l'Australien, malgré les difficultés du terrain. J'ai beaucoup joué sur terrain dur en extérieur en transpirant énormément aux États-Unis, mais aussi sur les terres battues d'Europe. C'est un très gros challenge de jouer en salle sur du dur, c'est plus rapide, j'ai dû bien servir, bien retourner. Je suis beaucoup monté au filet, j'ai joué beaucoup de volets et je pense que c'est ce qui m'a aidé à gagner cette semaine. La finale face au jeune Français Alexandre Reco était loin d'être gagnée d'avance pour l'Australien. Le tennisman de 22 ans était la surprise de la semaine. C'est un petit Français qui était dans les qualifications et qui a traversé les qualifs, qui a traversé le tableau final et qui a perdu en finale. Mais c'est quand même une belle gageure de ce jeune Alexandre qui a fait un parcours merveilleux, quoi. Les supporters étaient bien sûr toujours derrière lui, beaucoup d'applaudissements, beaucoup de bruit, on a l'impression d'être l'ennemi. C'est super de gagner le match et je suis très soulagé d'avoir remporté ce titre. Comme récompense pour l'Australien de 20 ans, 735e mondial, un chèque de 25 000 $ et quelques points au classement ATP qui lui permettront peut-être d'être invité à des tournois encore plus prestigieux. On reste à Plaisir. Le Gali Athletic Club et sa section locale du Plaisir Athletic Club ont organisé avec la ville un meeting d'athlétisme. Une première depuis 1997. Des dizaines d'athlètes ont répondu présents pour ce rendez-vous. Des images de Mélanie Poquet. Ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Ce samedi 18 septembre, 90 athlètes ont souffert sur la piste du stade Bernard Giraud de Plaisir à l'occasion du meeting d'athlétisme Gali AC Plaisir. L'événement a été organisé par le club local, une grande première depuis 1997. Ça commençait à faire long. On s'est dit pour redynamiser un petit peu l'athlétisme yvelinois et local, on voulait réellement donner un nouvel élan en organisant un meeting en septembre. Au programme ce jour-là, un 200 mètres, un 400 mètres, un 1500 mètres, un 5000 mètres. Le planning a été défini à la dernière minute pour ce meeting de reprise. J'ai appelé chaque entraîneur pour leur demander quelle date allons-nous choisir et quelle épreuve allons-nous choisir en fonction du calendrier de chacun, de base. Ce qu'il a été rajouté sur le calendrier initialement prévu. Et ils ont choisi en fonction de l'état physique de chacun. Plusieurs clubs locaux et normands ont participé à l'événement. Franchement, la piste était nickel, il n'y a rien à redire, les conditions météo étaient parfaites. Franchement, c'était un bon meeting, on est content d'être là parce que normalement on devait faire un meeting à Cergy-Pontoise qui a été annulé. Donc on est très content de venir à Plaisir, d'avoir un plan de secours parce que je ne savais même pas qu'il y avait un meeting ici. Et c'est super en fait. Un nouveau meeting devrait être organisé cet été par le club. L'objectif sera d'attirer encore plus de participants avec un programme plus large. Les Jeux de Tokyo à peine refermés que tous les regards sont désormais braqués dans 3 ans. En 2024, Paris accueillera la 33e Olympiade de l'ère moderne, une grande fête qui démarre déjà avec de nombreux événements jusqu'à l'échéance mondiale. Samedi 18 septembre, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillait le passage des drapeaux olympiques. Pour nous parler de ces drapeaux, nous recevons sur ce plateau Grégory Canalet, journaliste chez TV78. Bonsoir. Bonsoir Mickaël. Alors cette journée était l'occasion pour le public de rencontrer
montrer les athlètes tricolores. Et Paris 2024, ce n'est que dans 3 ans, et pourtant l'engouement était déjà bien présent. Regardez ces images, le public était là samedi pour accueillir cet événement. Athlètes et élus ont déambulé sur la piste du Vélodrome national. Dans leurs mains, les drapeaux des comités olympiques et paralympiques remis par la ville de Tokyo à la maire de Paris, Anne Hidalgo, lors des cérémonies de clôture, mais aussi le drapeau de Paris 2024. Pour mener le cortège notamment, vous le voyez, Thierry Ray, conseiller spécial de Paris 2024 et surtout champion olympique de judo à Moscou en 1980. Pour lui, le compte à rebours a bel et bien démarré. Ça veut vraiment dire que ça y est, on y est, on est le pays de l'olympisme, on est le pays du paralympisme. On a attendu longtemps, on a même attendu 1 an de plus à cause de la Covid. Et donc enfin, Tokyo a remis le drapeau à la maire de Paris et on est dans notre Olympiade. Et il est important aussi que ces drapeaux ils voyagent, ils ne restent pas seulement à Paris, mais ils aillent sur les territoires. Et aujourd'hui, ils sont dans un site olympique à Saint-Quentin-en-Yvelines, au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. En plus du Vélodrome national qui accueillera le cyclisme sur piste et le BMX, Mickaël, il y a le golf national à Guyancourt, il y a aussi la colline à Élancourt pour le VTT comme site olympique. On est donc forcément impatient à Saint-Quentin-en-Yvelines côté élus et côté habitants. C'est génial de dire qu'on est quand même en train de représenter les Jeux Olympiques, c'est important quand même. Ah, c'est trop bien, c'est super bien que ce soit en France. On est impatient, on attend et on sera derrière l'équipe de France à 100%. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de réveiller l'envie, de donner envie à quelqu'un de se dépasser. C'est le top, c'est une fois en plus tous les siècles qu'on peut l'avoir. On est très fiers, je veux dire, pour Saint-Quentin d'y être associé aussi directement. Cette cérémonie de drapeau était le moment aussi de croiser les sportifs qui rêvent de Paris 2024. Et lui visera l'or dans 3 ans à Paris. Le pistard du VCE Sky Team Vousser, Florian Grengbo, 21 ans, est revenu de Tokyo avec une médaille de bronze, glanée en vitesse par équipe. Après des jeux cadenassés par la crise sanitaire, c'était l'occasion pour l'Yvelinois de fêter cette médaille olympique avec le public. Sur Tokyo, on n'avait pas forcément de public. Et ça montre qu'on est soutenu et c'est juste fou. Et j'ai envie de dire, depuis le retour en France, c'est là qu'on se rend compte de vraiment ce que sont les Jeux Olympiques. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui touche tout le monde, qui touche vraiment tout le pays. Donc vraiment content, vraiment fier de pouvoir partager tout ça. Tous sont en tête désormais l'échéance des Jeux de Paris 2024 qui se dérouleront en plus à la maison. Et pour les pistards de l'équipe de France dans l'écrin du Vélodrome national qu'ils connaissent bien, plus de pression sans doute, mais aussi une motivation supplémentaire pour être de la partie. L'heure est au travail. On le connaît bien puisque ça fait déjà quelques années qu'on est là et on va continuer de bien en profiter. Ça nous donne un bel avantage aussi puisque c'est une piste qu'on connaît par cœur. Après, voilà, il reste quand même du temps, même si on a l'impression que c'est demain. Et ce temps-là, on va essayer de le passer à travailler correctement. Je trouve que c'est génial de pouvoir être en contact avec beaucoup de monde, des personnes qui nous encouragent au fur et à mesure. C'est motivant pour la suite. C'est vrai que c'est à la maison, c'est ici au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, donc dans 3 ans le compte à rebours il est déjà lancé et c'est juste, c'est un sentiment qui, je ne saurais pas comment le décrire parce que je sens que ça va être énorme, ça va être fort et qu'il va falloir être présent. Je pense que c'est une chance pour tous les Français d'avoir les Jeux en 2024 et tout le monde en est content je pense. Et en 2024, il y aura aussi les Jeux paralympiques, bien sûr, à Paris. On espère y voir Cécile Saboureau. La paratriathlète était l'une des têtes d'affiche de la cérémonie des drapeaux. Sélectionnée pour Tokyo 2020, l'Élancourtoise avait dû renoncer après un grave accident de vélo pendant sa préparation. J'ai pas vu beaucoup de monde ces derniers temps, il m'est arrivé une mésaventure, j'ai eu un accident 30 jours avant les Jeux, j'ai eu 10 fractures, 5 de côte, 4 de vertèbres, 1 du crâne. Voilà, je me suis retrouvée seule, je suis très déçue, là j'ai quand même le contre-coup de pas être au jeu, et puis là de voir du monde, ouais ça fait du bien, c'est chaleureux. On lui souhaite bien sûr bon courage. Dans 10 jours, elle va reprendre progressivement le sport avec un objectif en tête, être à Paris 2024. Quant au drapeau Mickaël, ils vont continuer leur tournée dans une trentaine de villes en France. Prochaine étape dans les Yvelines, ce sera le 16 octobre à Élancourt. Merci à Grégory, on aura l'occasion de vous retrouver tous les mois pour votre rubrique sur les Jeux Olympiques de 2024. Avec plaisir. Alors on va maintenant prendre la direction de Versailles. Chaque semaine, TV78 vous propose un focus sur un club des Yvelines. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le RCV, le Rugby Club de Versailles. Regardez. Nous sommes sur les terrains du stade de Porchefontaine. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le Rugby Club de Versailles. C'est parti.
Le Rugby Club de Versailles a été fondé en 1893. Pierre Chevalier, le responsable communication du club, est avec nous. Il va nous parler de l'histoire du club. De l'histoire, oui. Versailles est une ville d'histoire et de culture. Elle est devenue au fur et à mesure, à la fin du 19e siècle, une ville de culture sportive. Et donc, effectivement, les premières passes de rugby dans la cour du lycée Hoche. Donc c'est pas tout jeune. Donc fin du 19e siècle, c'est ça ? Fin 19e, et Versailles est un des 10 plus vieux clubs de rugby de France. Le 7e, si on doit être exact. Et pourquoi ça a pris à Versailles justement plus qu'ailleurs ? Peut-être justement cette culture et cette culture physique. La cour du lycée Hoche avec les premières bribes de la culture britannique, où est né le rugby, et avec justement cet export du rugby d'Angleterre en France, et peut-être au plus près de Paris et des villes culturelles sportives et sportives autour de Paris. Du coup, ça a pas mal bougé à Versailles, ça n'a pas forcément été tout le temps ici à Porchefontaine. À quel moment ça s'est localisé ici sur le terrain de Porchefontaine ? On part effectivement d'une cour d'école, et au fur et à mesure, on va dire que dans les années 50-60, le rugby se stabilise dans les environs de Porchefontaine. Évidemment pas sur ces installations-là et pas telles quelles, mais elle est passée aussi autour de Montboron et des différentes enceintes sportives de la ville de Versailles. Vous avez une idée ou pas du nombre de joueurs qui sont passés sur ces terrains ? Oh là, il faudrait qu'on fasse le calcul, mais depuis effectivement 130 et quelques années, ça en fait beaucoup, parce que Versailles est un club formateur, donc on y vient à tous âges. On est formé au rugby, de l'école de rugby jusqu'en senior, et même jusqu'en vétéran avec l'équipe des Vieux Crampons. Alors sur le terrain, est-ce que Versailles brille ? Alors Versailles a toujours été un club bien implanté en termes de régionalement, et au niveau national et fédéral. Meilleur niveau atteint par le club en senior, c'est celui qu'il occupe actuellement en fédéral 3. Et après, viser plus haut, c'est une histoire d'ambition dont on parlera plus tard. Nous sommes maintenant avec le maire de Versailles, François Demazière. François Demazière, qu'est-ce que ça représente pour vous, le Rugby Club de Versailles ? Le Rugby Club de Versailles, c'est essentiel à la ville de Versailles. D'abord, c'est un club, c'est le plus ancien de la ville de Versailles. C'est un club exceptionnel, qui a de beaux résultats, qui vit, vous pouvez le voir, dans un cadre magnifique. Et puis maintenant, qui est animé par une équipe extrêmement dynamique, et avec des personnes qui vraiment ont pris en charge ce club. Voilà, c'est un très beau club, on est très fiers de lui. Et comment la ville justement soutient peut-être, là on voit les infrastructures là juste derrière, comment la ville aide en fait finalement le Rugby Club de Versailles ? Alors vous avez raison de le dire, la ville aide d'abord les clubs sportifs par les installations. Les installations à la ville de Versailles sont assez exceptionnelles. On bénéficie d'un cadre qui est un cadre vert, bucolique, comme vous pouvez voir. Ça c'est très rare, et je sais que les gens qui viennent ici sont toujours contents de le découvrir. C'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est évidemment des subventions. Elles ne sont pas considérables parce que la ville de Versailles, contrairement à l'image qu'elle donne, c'est une ville plutôt pauvre puisqu'il n'y a pas d'activité économique. Donc notre effort, il est significatif, notamment dans les investissements. On vient il y a quelques années faire un investissement important sur les vestiaires du club, qui sont très beaux. Et il y a beaucoup de monde aussi qui vient pour encourager l'équipe de Versailles, notamment le dimanche. Ici, ça arrive qu'il y ait 300, 400 personnes des fois autour du terrain. Absolument. Il y a un esprit, vous savez, le rugby aussi, c'est un esprit, je ne vais pas parler à troisième mi-temps, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. Ils sont très solidaires. Et ça fait partie, je disais tout à l'heure, de l'histoire de cette ville de Versailles. C'est un club qui est vraiment ancré dans la ville. On y passe de génération en génération souvent, et ça fait partie vraiment aussi de la formation éducative. Parce que ça, c'est un point sur lequel il faut insister, c'est que tous les responsables de ce club sont conscients qu'ils forment aussi les jeunes qui sont ici dans le club. Merci François Demazière. Merci beaucoup. Vous. Merci. L'échauffement vient tout juste de débuter ici sur ce stade de Porchefontaine. À mes côtés, Éric Tournier, le président. Alors, est-ce que tout est en place quand on voit un échauffement comme celui-là ?
Ça commence là, puisque depuis le mois de juin ils s'entraînent, hein, donc on était impatients et on est impatients effectivement, surtout les joueurs de débuter ce championnat qui je l'espère va durer au moins jusqu'au mois de juin. Donc là ils s'entraînent 2 mois, je pense qu'on est bien parti pour ce premier match. Donc là on voit l'équipe 1 de cet effectif. Comment vous le trouvez cet effectif? Comment vous l'avez façonné sur cette nouvelle saison? On a eu du temps du coup à cause de la saison dernière, donc on a mis du temps, on a identifié les joueurs dans d'autres clubs, ce qui nous manquait, on a eu très peu de turnover, donc on a bien ciblé 8 nouveaux joueurs qui vont, je l'espère, nous permettre d'accéder à la Fédérale 2. Et comment on imagine un mercato quand on est président de Versailles justement? Est-ce qu'on réfléchit à l'ADN du club qui est plutôt familial ou est-ce qu'on va chercher peut-être des pépites un peu venues de l'extérieur? Ça se passe comment tout simplement? On va dire que c'est un mixte. Le premier critère reste un club familial, donc on va chercher des personnalités. Souvent on va les chercher à travers le réseau des joueurs. On a suivi pendant 1 an, 2 ans, on se rapproche d'eux, on leur présente notre projet et ils adhèrent assez rapidement et du coup ça nous permet effectivement de pouvoir étoffer. On avait terminé au mois d'avril notre recrutement. Du coup, cette saison, vous l'avez dit, objectif Fédéral 2, c'est vraiment l'objectif du club de pérenniser le club au plus haut niveau finalement? C'est plus qu'un objectif, j'ai bien insisté dès le début, oui, c'est notre objectif principal et au-delà, on va essayer d'aller chercher un peu en championnat de France plusieurs tours. Et comment on fait pour structurer un club comme Versailles? On l'a dit, c'est un club historique, 1893. La municipalité vous aide, on l'a vu justement précédemment avec le maire de la commune qui vous soutient. Est-ce qu'il faut chercher les partenaires peut-être pour faire grossir encore plus ce club? C'est indispensable. On a effectivement le soutien de la municipalité, mais au-delà de ça, on a le soutien des licenciés, puisqu'on a quand même plus de 600 licenciés, donc ça nous permet effectivement d'avoir une aide financière. Et bien évidemment, les partenaires, 60 partenaires privés qui nous ont suivis et qui nous ont soutenus même pendant la période du Covid, qui nous accompagnent là depuis maintenant plusieurs années et on a en perspective d'autres partenaires de plus en plus importants. Ces jeunes joueurs qui évoluent à Versailles en U12, en U14, est-ce qu'ils sont voués à venir jouer ici juste derrière nous sur cette pelouse? Évidemment, et d'ailleurs on a cette année investi beaucoup dès le plus jeune âge, dès les 11 ans, sur des centres de perfectionnement, donc on attache beaucoup d'importance à notre formation, c'est notre ADN, afin de pouvoir les amener le plus haut possible vers notre objectif qui est la Fédérale 2. Donc oui, on a intégré même dès cette année dans le groupe senior encore 3 nouveaux juniors qui vont passer maintenant seniors. À terme, peut-être l'idée, ça serait d'avoir une équipe 100% versaillaise, issue du centre de formation? Ça serait l'idéal peut-être? Ça serait l'idéal. Maintenant, on sait très bien qu'on aura toujours des manques sur certains postes. Donc si on arrive à 80% l'équipe première de Versailles, ça serait extraordinaire. Le président Éric Tournier a parlé de Fédéral 2 dans les prochaines années ici à Versailles. Nous allons demander au coach Tiphaine pour savoir ce qu'il en pense. Alors Tiphaine, qu'est-ce que vous en pensez tout simplement de cette Fédéral 2 dans les prochaines années ici à Versailles? Ça vous motive, j'imagine. Écoutez, oui, ça motive. C'est un peu l'objectif que le club s'est donné au travers de nous et de l'effectif. Bien évidemment, comme tout le temps, on consulte nos joueurs, on consulte un petit peu le groupe pour savoir un petit peu où eux veulent aller, comment ils se sentent et quels sont les objectifs qu'on pourrait mettre sur le moyen et long terme. Et effectivement, le club souhaite rejoindre l'année prochaine la Fédérale 2 qui, vous le savez, va changer puisque il va y avoir une refonte des catégories. Et l'année prochaine, la division, ça se rappellera Division 2 au lieu de Fédérale 2. Voilà. Donc c'est l'objectif de cette saison. Je vais poser également la question à Antoine. Désolé, je me mets entre vous deux, hein, vous étiez en plein exercice. Antoine, alors tout simplement, la Fédérale 2, est-ce que c'est possible avec cet effectif? Vous faites partie des anciens du club. Ouais, des anciens, tout à fait. La Fédérale 2, c'est tout nouveau. Hein, pour moi qui suis un ancien, ça n'a jamais été un objectif du club. On a connu la Fédérale 3, la descente en honneur, la remontée. Donc c'est un super objectif. Je pense que le club, les coachs, le président, toute l'équipe, tout le bureau ont fait
vraiment le boulot pour recruter des super joueurs. Donc ouais, bien sûr qu'on y croit. De toute façon, commencer une saison sans y croire, ça n'existe pas. Donc ouais, on y croit dur. On a fait des belles saisons les 2 années précédentes. Bon, ça a été coupé par le Covid, c'est pour tout le monde pareil. Mais ouais, on a plein d'envie, plein ambitieux, mais je pense qu'on a l'effectif pour aller jusqu'au bout de nos ambitions. Et ça se traduit comment à l'entraînement? On voit tout le monde est hyper motivé en ce début de saison. Ouais, beaucoup de sérieux, c'est sûr. Les places sont chères parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de recrutement, donc beaucoup de joueurs pour chaque poste. Donc ouais, il va falloir se battre pour ses places, et se battre pour sa place, ça passe aussi en tout premier lieu par effectivement être sérieux, assidu à l'entraînement. Donc ouais, beaucoup de concentration, mais c'est bien. Et est-ce que coach Tiffen est ravi de l'effectif? Oui, forcément, puisque c'est moi qui l'ai voulu, donc je vais pas dire qu'il vaut mieux. Voilà, il vaut mieux. Donc aujourd'hui, comme vous savez, on a établi un plan d'action sur justement les éléments qui nous manquaient pour réaliser justement cet objectif. Ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille très sérieusement avec le club. Comme vous le savez, on a une philosophie ici à Versailles d'être sur la formation et sur nos jeunes. Donc la priorité est quand même aussi d'intégrer un maximum de jeunes sur notre équipe senior et sur l'équipe première. On a encore la chance cette année d'avoir une belle génération de juniors qui va monter avec des joueurs qui vont intégrer directement le groupe 1, avec des jeunes joueurs de 18 ans très prometteurs et qui vont pouvoir justement grâce à ça faire passer un cap, plus la venue des joueurs extérieurs, voilà, sur des postes bien ciblés, hein. Jamais un recrutement fait comme ça à la va-vite, c'est vraiment fait sur des postes, sur des choses qui nous manquaient pour justement atteindre nos objectifs. Donc oui, effectivement, nous on est très contents du recrutement, et en plus pour avoir passé un petit peu de moments et de temps avec eux je peux vous dire que c'est vraiment plus des super mecs humainement, donc c'est magnifique. Et ici à Versailles aussi, la philosophie c'est de jouer, de proposer du jeu également pour le public. On sait qu'il y a énormément de supporters qui viennent chaque week-end pour vous soutenir. Est-ce que c'est important de leur faire plaisir aussi peut-être ? Je crois que de toute façon, le but aujourd'hui, c'est le sport amateur. On est là pour s'amuser, on est là pour prendre du plaisir. Aujourd'hui, nous, ce qui nous anime, c'est que tout le monde vienne avec beaucoup d'entrain. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait de proposer un jeu de mouvement et un jeu d'évitement, c'est quelque chose qui nous plaît à tous. Donc aujourd'hui, on essaie d'exceller dedans. Voilà, des fois on n'y arrive pas et des fois ça fonctionne, mais en tout cas on y met plein de cœur pour qu'on puisse réaliser justement ce fameux jeu à la Versaillaise. Voilà. Antoine, le jeu à la Versaillaise, ça sera encore pour cette année. Le CUV, le collectif ultra versaillais, est présent à chaque rencontre, il met beaucoup d'ambiance, il faut leur faire plaisir. Ça c'est sûr que on a vu les années passées le soutien qu'ils nous ont apporté, c'est vraiment essentiel, hein. Ils mettent une sacrée ambiance, donc pour reprendre un peu ce que disait Tiffen, évidemment leur faire plaisir, nous faire plaisir, et puis leur faire plaisir, c'est vraiment l'objectif. On compte sur eux, vraiment très très fort sur cette saison, parce que vu les objectifs, l'effectif et ce qu'on essaie de mettre en place avec les coachs, il y aura sûrement du beau spectacle, en tout cas on l'espère, et si eux peuvent mettre l'ambiance en tribune, c'est parfait. Un club historique avec énormément d'ambition, dont une montée en Fédéral 2 l'année prochaine, et tout cela avec des jeunes du club. Si vous voulez suivre l'aventure des Versaillais, rendez-vous ce dimanche 26 septembre à Houille. On continue à parler rugby. Un autre match à ne pas manquer ce week-end. Le club de Maison Lafitte Saint-Germain-Poissy se rendra ce dimanche sur le terrain de Cergy-Pontoise à l'occasion de la première journée du championnat de Fédéral 3. Le MLSGP fait partie des plus grosses équipes de cette division et espère remporter une première victoire pour cette rentrée. La rencontre se déroulera au stade Jean Lousteau à Pontoise. Enfin, on termine par la voile. La conférence de presse de la 15e édition de la Transat Jacques Vabre est programmée ce jeudi à Paris. Louis Burton, originaire de Rambouillet, sera présent sur la ligne de départ de cette course en double, sans escale et sans assistance. Il partira avec son ami Davy Baudard le 7 novembre prochain pour aller en direction du Brésil. Le duo a réussi la semaine dernière à prendre la 4e place sur le défi Azimut avec leur bateau Bureau Vallée, de bon augure pour novembre prochain. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur TV78.